Bonjour, nous vous proposons une nouvelle série d'émissions qui s'intitule « Les histoires de l'histoire ». Nous parlerons de divers sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Aujourd'hui, le sphère de Turin. Ce sphère passe pour être le linceul dans lequel aurait été conservé le corps de Jésus lors de sa mise au tombeau. Les croyants le considèrent comme authentique, mais il y a une autre école qui le considère au contraire comme un faux fabriqué au Moyen-Âge. Alors, qu'est-ce au juste le sphère de Turin? C'est un tissu de lin de 4,36 m de longueur sur 1,10 m de largeur. Il montre deux empreintes d'un corps humain. Sur une moitié, on voit l'empreinte d'un homme vu de face, couché sur le dos, les avant-bras croisés sur le bas du ventre, et sur l'autre moitié, un homme vu de dos, donc évidemment couché sur le ventre. On a donc déposé l'homme sur le tissu, et on a rabattu le tissu par-dessus lui. Le tissu lui-même, qu'est-ce que c'est? C'est un sergé de lin, nous disent les spécialistes, qui a été tissé au 1er siècle de notre ère, et le mode de tissage, c'est ce qu'on appelle en arête de poisson ou en chevron. C'est ce qui prouve l'antiquité du tissu. L'image n'est pas une peinture. Il a été prouvé qu'elle ne contient pas une seule molécule de substance colorante. L'image est due en fait à une oxydation acide déshydratante de la cellulose dont sont formées les fibres de lin. Ce qui pose problème, c'est le processus qui a amené à cette oxydation de la cellulose. Alors, en 1898, pour la première fois, un Italien nommé Secondo Pia a obtenu l'autorisation de photographier le linceul. Et avec stupeur, on a constaté que l'image est un négatif. La meilleure preuve, c'est que les négatifs qu'on en a tirés sont des positifs. Et avant 1898, personne ne s'était rendu compte de cette étrangeté. L'image montre d'une façon très nette des taches de sang. Ce sont des traînées de teinte carminée mauve avec des bords bien définis. Elles ne doivent absolument rien à la peinture. On y a mis en évidence la présence d'hémoglobine. On a même trouvé que c'était du sang du groupe AB. Alors essayons maintenant de reconstituer l'histoire du sphère de Turin, ce qui n'est pas toujours facile. Les évangiles ne sont pas très généreux en détails. Les synoptiques parlent d'un linceul, Saint Jean parle d'un suaire. On ne sait pas très bien, évidemment, les évangiles ne donnent pas ce genre de détails. On sait malgré tout qu'en 340, ce qui est déjà tardif, Saint Cyril d'Alexandrie mentionne quelques objets qui sont témoins de la résurrection du Christ, et notamment il cite le linceul. C'est tout ce qu'il en dit. Alors, il faut mentionner aussi une légende selon laquelle un portrait de Jésus aurait été offert au roi d'Arménie. Ce qui est évidemment une légende. Mais en 525, à Édesse, en Turquie du Sud-Est, on a découvert une image sur un linge qui aurait été identifiée comme le fameux portrait offert autrefois au roi d'Arménie. Ce portrait, un peu plus tard, fut appelé le Mandylion. Or, un chercheur australien, Ian Wilson, a émis une hypothèse assez curieuse. Le Mandylion ne serait autre que le sphère de Turin plié en 8 et placé dans une châsse, ne laissant voir que la tête par un orifice circulaire. Et une chose certaine, c'est que le Mandylion, qui se trouvait à Édesse, a été transféré à Constantinople, où il est arrivé exactement le 15 août 944. Or, en 1204, la 4e croisade part pour délivrer les lieux saints. Mais les croisés se détournent de leur route et prennent Constantinople. Au cours du pillage de la ville, le sphère disparaît. Et il réapparaît, curieusement, en 1357, en Bourgogne. Alors, comment expliquer ce trou de 153 ans exactement? On sait que l'un des chefs de cette 4e croisade était Othon de la Roche, un seigneur bourguignon. Et lorsque le sphère réapparaît à Liray, petite ville de l'Aube, sa détentrice était Jeanne de Vergy, qui se trouve être tout simplement la descendante d'Othon de la Roche à la 5e génération. Ce qui explique qu'elle est la propriétaire du sphère. Plus tard, Marguerite de Charny, la petite fille, en fait don à la duchesse de Savoie, ce qui explique que le sphère s'est trouvé pendant longtemps la propriété de la maison de Savoie et a été placé à Chambéry, qui était leur capitale. Plus tard, les ducs de Savoie transfèrent leur capitale à Turin et ils placent également le sphère à Turin. C'est ce qui explique que le sphère est à Turin depuis 1578. Alors, l'homme du sphère,
C'est un homme d'environ 1,78 m, nu, portant une grande barbe. Il a été frappé au visage. Il a subi une flagellation terrible, on en voit la trace. On l'a coiffé d'un bonnet épineux. On dit souvent une couronne d'épines. En fait, il semble que ce soit plutôt une sorte de bonnet qui enserrait toute la tête. Il a porté une poutre sur son dos. La trace est visible. Une grosse poutre qui devait mesurer environ 14 cm de large. Alors, on parle souvent de porter une croix. Mais en réalité, le condamné ne portait pas une croix sur son épaule, il portait une poutre sur son dos. Et la poutre n'était que la partie horizontale de la croix. Et c'est sur place que cette poutre était fixée sur le montant qui restait fiché en terre de façon permanente. L'image montre également les traces très nettes de la crucifixion que l'homme d'Ussuer a subie. Or, dans les représentations de la crucifixion, les clous sont toujours dans la paume de la main. Mais on sait maintenant que c'est absolument impossible. Les chairs se seraient déchirées sous le peau du corps. Le clou était mis dans le poignet, exactement, entre les os du carpe. Et c'est bien ce que l'image d'Ussuer montre. Les pieds, évidemment, ont été également percés par un gros clou. Et la poitrine de l'homme d'Ussuer a été percée d'un coup de lance. Il en est sorti un flot de sang. Ce qui se comprend très bien, le coup de lance a atteint l'oreillette droite. Et l'oreillette droite est pleine de sang liquide un certain temps encore après la mort. Comment l'image s'est-elle formée? Eh bien, une quantité d'hypothèses ont été produites. La meilleure, à mon sens, est celle qui est due à Serge Mouraviev, qui est un docteur et sciences philosophiques franco-russe. Voilà, le sabbat approchait. Or, d'après la loi juive, pendant le sabbat, il était interdit d'ensevelir un mort. Donc, on craignait la putréfaction du corps. C'est pourquoi on apporte un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 32 kilos. Le corps est enduit de ce mélange, il est mis dans le linceul et est exposé au soleil pour le faire sécher. Et d'après Mouraviev, eh bien tout simplement ce sont les rayons du soleil qui sont passés à travers le tissu, ont été réfléchis par le corps, et qui sont revenus sur la toile et ont provoqué l'image que nous connaissons. En 1979, un groupe de scientifiques propose une série de recherches sur le suaire de Turin, entre autres une datation de l'objet au carbone 14. En 1987, l'archevêché de Turin accepte et déclare que les analyses seront confiées à 3 laboratoires qui travailleront selon une seule méthode, alors qu'il en existe 2, et qui travailleront sous le contrôle du British Museum seul. Or, le British Museum, c'est Michael Tite qui, malheureusement, est un adversaire déclaré de l'authenticité du suaire. Comme on pouvait s'y attendre, le résultat publié en 1989 est que le suaire est un faux, fabriqué au Moyen-Âge, exactement entre 1260 et 1390. Hormis la datation au carbone 14, comme on l'a vu, tout converge vers l'authenticité du suaire. Or, en 2000, coup de théâtre, un couple d'Américains découvre que l'échantillon remis au laboratoire provient d'une partie du suaire qui a été réparée à la Renaissance. Et cette partie contient un mélange de fibres de lin du 1er siècle et de coton du 16e siècle. Ce qui explique simplement que la date trouvée par le carbone 14 est intermédiaire entre ces deux époques. Si, comme moi, vous êtes intéressé par le sujet, je vous propose la lecture de Apologie pour le suaire de Turin, qui répondra certainement à toutes vos questions. Merci de votre attention. Alvi esperantistoi mi proponas legadon de mia libro La morto tuco de Torino, la neebla objekto.